En d'autres termes, pour résumer brièvement le propos, ce qui se passe à Pékin, à Moscou ou à Téhéran n'est pas la principale menace pour les foyers américains. Ce qui se passe à Washington, D.C., à New York et dans une moindre mesure à Jérusalem, c'est là le problème. Et cela n'a pas changé avec l'élection de Donald Trump. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, je parle à nouveau avec Cameron McGregor, un entrepreneur américain qui a fondé une plateforme de liberté d'expression, un confrère YouTuber avec une chaîne sur la finance et la géopolitique, ainsi qu'un auteur sur Substack. Cameron se trouve actuellement à Washington, D.C., et j'ai pensé que c'était une bonne occasion de lui parler à propos du 100e jour de mandat de Donald Trump, qui aura lieu le 30 avril. Nous allons discuter de cette politique étrangère, disons éclectique, qu'il mène en ce moment, ainsi que d'autres sujets d'actualité, comme l'affaire Hexit et son secrétaire à la Défense. Donc Cameron, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci de m'avoir invité à nouveau à si bref délai. Mais je suppose que nous pouvons aussi remercier notre cher président de nous offrir du divertissement et des sujets de discussion d'actualité à tout moment. Oh, absolument. Je veux dire, je pensais que l'administration Biden faisait beaucoup de mauvaises choses en très peu de temps. Et maintenant, M. Donald Trump fait certaines bonnes choses et d'autres très discutables en très peu de temps. Commençons par les bonnes choses. Je suis toujours content qu'il essaye de mettre fin à la guerre en Ukraine. Quelle est votre évaluation de cette récente annonce selon laquelle, s'il n'y a pas d'accord, et il semble qu'il n'y ait pas d'accord, du moins avec l'Ukraine a rejeté le plan Kellogg, et ensuite l'administration Trump a déclaré qu'elle se retirerait. Quelle est votre évaluation? Que veut-il dire par se retirer? Vous savez, c'est un exercice intéressant de diplomatie, n'est-ce pas? Votre public, et je pense la thèse que vous avancez, surtout en tant que Suisse avec l'idée de neutralité, exige un certain degré de professionnalisme diplomatique. Donald Trump ne semble pas avoir le tempérament pour cela, n'est-ce pas? Il semble y avoir autour de lui un culte de la personnalité qui reflète presque beaucoup de sa façon de penser, de son comportement erratique, etc., etc. Et je pense que c'est ce que l'on observe dans ces discussions avec les Russes. Beaucoup des personnes que j'écoute lorsque je regarde des podcasts comme le vôtre, franchement, sont des Européens. Et ils ont beaucoup d'expérience. Parfois, ce sont des ambassadeurs, parfois d'anciens officiers militaires. Et l'un des thèmes qu'ils soulignent, c'est que les négociations prennent du temps. La diplomatie prend du temps. Lorsque Trump était au pouvoir la première fois, il a essentiellement remanié l'ALENA et renégocié un accord appelé l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Cela a pris 2 ans. Voilà. Donc ces choses ne se font tout simplement pas très rapidement. Mais il me semble que Donald Trump est frustré parce qu'il veut que la guerre prenne fin très rapidement et il n'a tout simplement pas beaucoup de pouvoir de négociation avec les Russes. Donc, cela pourrait être une tentative subtile de dire, eh bien, à moins que vous n'arrêtiez immédiatement, nous allons nous retirer de la discussion. Je ne pense tout simplement pas que cela va fonctionner, car comme je l'ai dit, je doute du levier que nous avons réellement en ce moment. Et les Russes semblent être en position de force, n'est-ce pas? Je pense qu'il semble que ce ne soit pas seulement avec les Russes, mais aussi avec les Chinois, peut-être même avec l'Iran, que l'équilibre des pouvoirs, le pouvoir de négociation, l'influence, semble se déplacer loin des États-Unis. Et je pense que cela frustre le président. Mais pensez-vous que le principal levier dont dispose Donald Trump concernant l'Ukraine, pas la Russie mais l'Ukraine, serait de dire plus d'armes, toutes les ventes et tous les transferts d'armes seront arrêtés?
Parce que je crois qu'il reste encore un paquet d'armes de l'administration Biden, mais il sera épuisé dans quelques semaines ou quelques mois. Et ensuite, il faudrait promettre de nouveaux fonds, n'est-ce pas? Pour que d'autres armes puissent être envoyées. Et cela pourrait être stoppé, ou simplement ne pas être fait. Et donc, cela ne mettrait peut-être pas fin à la guerre, mais cela rendrait la tâche beaucoup plus difficile à l'Ukraine pour se défendre. Pensez-vous que c'est ce qui lui traverse l'esprit? Tu sais, Pascal, c'est un environnement très dangereux. Je pense qu'il y avait un véritable sentiment d'optimisme dans le monde entier, mais surtout au Kremlin, que lorsque Donald Trump a été élu, nous allions avoir une sorte de réinitialisation des relations basée sur un homme ouvert au dialogue, ouvert à la négociation. Et le problème avec Trump n'a jamais été l'intention, ça a toujours été l'exécution. Eh bien, qu'est-ce qui a entravé son exécution? C'est qu'il recycle toujours le même genre de personnes. Donc, si tu regardes les gens qui l'entourent, des personnes comme Stephen Witkoff, qui semble être le secrétaire d'État de l'ombre, voire Marco Rubio lui-même, beaucoup de ces gens ont un réflexe qui, s'il n'est pas carrément néoconservateur, flirte au moins avec la mentalité néoconservatrice. Et c'est que les Russes, les Chinois et les autres représentent, toutes choses égales par ailleurs, une menace pour les États-Unis. Il y a donc une réticence à être aussi décisif que vous le suggérez et à supprimer cette aide immédiatement. Maintenant, je pense que Donald Trump a essayé de le faire au début, mais encore une fois, cela a été très erratique. Il l'a coupé périodiquement, puis l'a rétabli. En même temps, je pense que c'est pas vraiment le problème central. Le véritable enjeu ici, c'est la présence belliqueuse de l'Ukraine. Zelensky est vraiment le grain de sable dans l'engrenage. Il a contrarié ce processus, et l'écarter, selon moi, est la seule façon pour les États-Unis de parvenir à un accord avec les Russes. Mais encore une fois, il n'y a pas de véritable réflexion stratégique en ce sens. C'est pourquoi l'actualité est si impulsive au jour le jour. C'est presque comme si Donald Trump manquait de prévoyance, qu'il n'avait pas la persévérance nécessaire pour tenir le cap en plaçant des personnes qui reflètent son ambition à des postes clés, et qu'il se repose plutôt sur l'état profond qui dominait l'administration Biden et celle d'Obama avant elle. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je ne vois pas de changement de cap rapide. Je pense qu'il s'agit d'une continuité. En d'autres termes, je pense que les Russes, les Chinois et d'autres ont essentiellement conclu que les États-Unis ne sont pas un partenaire de négociation fiable. Ils vont donc poursuivre leurs objectifs quels qu'ils soient, jusqu'à ce que les États-Unis revoient complètement leur cadre stratégique, si l'on peut dire. Et cela signifierait se retirer d'Ukraine, prendre de la distance avec Zelensky ou l'écarter, des mesures spectaculaires de ce genre. Et comme je l'ai dit, je ne vois tout simplement pas ça se produire de sitôt. Mais cela signifierait, en un sens, qu'il n'y a non seulement aucune capacité à instaurer la paix ou à mettre fin au combat, mais aussi une absence de possibilité politique, même aux États-Unis, d'arrêter les flux d'armes. Donc, une fois que les vannes sont ouvertes et que cette machine est lancée, on ne peut pas. Même un président comme Donald Trump semble incapable d'arrêter la voiture qui dévale la pente. Est-ce que vous constatez? Parce qu'il ne cesse de dire qu'il veut y mettre fin, mais il semble que les réalités politiques s'y opposent. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Il y a eu un document publié en 2024, je crois qu'il s'appelait la Commission sur la stratégie de défense nationale. Ce document a été élaboré par des hauts responsables du Pentagone et des représentants du Congrès. Le langage qu'ils emploient est vraiment belliqueux. Par exemple, ils commencent le document, Pascal, en disant que la Chine et la Russie sont des grandes puissances qui cherchent à saper l'influence des États-Unis. L'équilibre des pouvoirs
continuera de pencher en faveur de la Chine ou de la Russie si nous poursuivons dans cette voie. En d'autres termes, le cadre de référence de tout Washington, D.C. Et on parle ici des institutions, des organisations à but non lucratif, des collaborateurs, des lobbyistes, de tous, part du principe que la Russie et la Chine sont des belligérants. Il est très difficile de négocier si l'on considère que la personne avec qui l'on négocie n'est rien d'autre qu'un belligérant ou un va-t-en-guerre. Et malheureusement, c'est le sentiment dominant à Washington, D.C. Il est très difficile de surmonter cela, y compris parmi les personnes à la Maison-Blanche qui conseillent directement Trump. Il doit opérer un changement radical dans une direction différente. Et comme je l'ai dit, il ne semble tout simplement pas avoir le tempérament ni la compétence exécutive pour y parvenir. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Il doit aussi gérer le chaos au Moyen-Orient, une économie très fragile, une situation budgétaire en pleine déliquescence. Et Donald Trump n'est pas réputé pour sa capacité de concentration. Donc si l'on additionne tous ces éléments, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les discussions sont agitées, un peu en dents de scie, rien de stratégique, rien qui suive une trajectoire claire. Nous devrons voir comment cela se termine. J'espère que les Russes et les Chinois continueront à faire preuve de patience envers nous, mais on peut se demander si cela ne finira pas par s'épuiser. Nous verrons. Je veux dire, les Russes ont aussi, bien sûr, un très grand intérêt à mettre fin à ce bain de sang, mais ils n'ont aucun intérêt à perdre ce qu'ils ont gagné sur le champ de bataille au cours des 3 dernières années, n'est-ce pas? Et cette reconnaissance que c'est une réalité, on peut l'apprécier, on peut la détester, peu importe. C'est une réalité à laquelle il faut faire face, n'est-ce pas? Parce que ce que nous avons vu, ce que la première approche a été, c'est essentiellement de présenter le gel du conflit comme une grande concession envers la Russie, n'est-ce pas? Et un cessez-le-feu comme une grande victoire pour la Russie. Ce qui en fait, si l'on écoute les commentateurs russes et ainsi de suite, n'est pas du tout dans leur intérêt, puisqu'ils sont en train de gagner. Pourquoi s'arrêteraient-ils s'ils sont en train de gagner? Et en quoi ça serait-il une concession pour eux? Jusqu'où va? Quelle est l'ampleur de cette interprétation, cette mauvaise interprétation, de ce que signifierait un cessez-le-feu pour la Russie à Washington? Le niveau de dissonance cognitive est profond. Et il faut comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a une quantité énorme et massive de désinformation. Beaucoup de gens à Washington, D.C. pensent par exemple que les Russes ont subi autant de pertes et de victimes que l'Ukraine. Il existe une croyance largement répandue, je ne sais pas à quel point elle l'est, mais elle l'est, je pense, dans les plus hautes sphères. Donc encore une fois, il s'agit des élites, des technocrates, si vous voulez, qui travaillent au département d'État, qui sont au Pentagone et qui croient que la Russie a été gravement affaiblie par cette guerre. Donc, la façon dont vous le présentez, c'est que la Russie récolte les fruits de ses victoires sur le champ de bataille et se trouve en position de force et d'influence. Et je pense que c'est exact. Mais ce n'est absolument pas l'hypothèse à Washington, D.C. C'est même tout le contraire. Leur point de vue est que cette guerre joue en notre faveur d'une certaine manière, car elle épuise la puissance militaire russe, sa crédibilité diplomatique, etc., alors qu'en réalité, je pense que c'est tout l'inverse. Il faut ensuite ajouter à l'équation ce que disent les Européens. Et les gouvernements européens, qu'il s'agisse du gouvernement allemand dirigé par ce nouveau chancelier, semblent absolument déterminés à se réindustrialiser pour soutenir une guerre contre la Russie. Donc, ce genre de dissonance cognitive, qui est une mauvaise perception de l'équilibre des forces que les Russes ont remportées sur le champ de bataille, comme tu l'as dit, autant que je puisse en juger, Pascal,
Cela manque complètement. Ce n'est pas là. Et c'est un prétexte très dangereux pour une escalade du conflit. Je ne pense pas nécessairement que cela va se passer ainsi. Je ne dis pas que c'est inévitable. Je dis cependant qu'il ne semble pas, stratégiquement, que les États-Unis vont se retirer. Il ne semble pas que nous allons complètement nous éloigner de Zelensky. Et ce sont les deux préconditions à tout accord de paix à long terme avec les Russes. Donc cela va simplement continuer encore et encore. En même temps, il semble qu'en Russie, on commence à comprendre que la guerre ne pourra peut-être pas être terminée et que les livraisons d'armes américaines continueront. Mais cela ne signifie pas qu'il soit impossible d'avoir une relation constructive avec les États-Unis dans d'autres domaines. Pensez-vous qu'il soit probable que les États-Unis soient prêts ou capables, disons, de renouer une relation commerciale avec la Russie? Ou est-ce plutôt un vœu pieux? Et le blocus total de la Russie, ce qu'il a été instauré avec toutes les sanctions, va-t-il se poursuivre? Les Américains dans nos plus hautes sphères, si vous voulez, je parle du corps professoral de la Kennedy School à Harvard, de l'école de politique étrangère à l'université de Georgetown, des lobbyistes de K Street, vivent dans le monde tel qu'il était vers 1990. Ils interprètent le monde de façon très binaire, ce dont nous avons parlé la dernière fois que j'étais dans votre émission. Il s'agit d'un ordre fondé sur des règles. Et au sein de cet ordre, il y a des acteurs comme les États-Unis, les nations d'Europe occidentale, les démocraties, si vous voulez, qui respectent et font appliquer ces règles. Et puis il y a tous les autres. Tous les autres incluent les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens, l'Iran, en gros, tous ceux qui s'opposent aux intérêts perçus des États-Unis, que je qualifierais d'entité impériale. En ce sens, la mémoire institutionnelle est si forte que non, moi je ne pense pas que les Russes puissent être réintégrés. Ce qui est intéressant à ce sujet, comme vous le savez probablement, c'est que Poutine a prononcé un discours il y a quelques semaines devant certains membres clés de l'industrie russe et il a essentiellement reconnu la même chose. Il a dit que la condition des sanctions qui nous a été imposée est désormais une composante du système monétaire international, de l'économie mondiale, de notre relation avec l'Occident. En d'autres termes, cela ne va pas changer. Il semble qu'il ait raison. Je pense que d'autres puissances dans le monde, peut-être y compris la Chine, en tirent la même conclusion. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas considéré comme étant avec nous, vous êtes contre nous. Donc, à court terme, je pense que la réponse à votre question, Pascal, est non. Je ne pense pas que la Russie puisse être réintégrée, à moins que nous ne mettions de côté cet ordre fondé sur des règles, cette vision néolibérale du monde qui domine l'ensemble de notre gouvernement, des institutions, du monde académique, etc., etc. Voilà à quel point la situation est grave. Cependant, il y a une lueur d'espoir. Et cette lueur, c'est que nous connaissons de très graves problèmes économiques et financiers aux États-Unis. Et le peuple américain, dans sa sagesse, je suppose, comprend que nos problèmes financiers et économiques priment sur tout ce qui se passe en Ukraine. Ainsi, à mesure que la situation budgétaire du gouvernement se détériore, que l'inflation s'aggrave pour les ménages moyens à travers le pays, que le coût de la vie augmente, que le chômage empire, les Américains vont exiger que nous nous replions financièrement, que nous réduisions notre empire. Nous n'en sommes tout simplement pas encore là. Et donc, les technocrates impérialistes qui dirigent notre politique étrangère n'abandonneront pas cette position, quoi que fasse Trump. Vous savez, je considère toujours les Américains comme globalement plus réalistes que les Européens, qui vivent, encore une fois, sur une planète encore plus éloignée de la réalité que l'Amérique. Je veux dire, en Amérique, et même parmi les néoconservateurs, qui ont la vision du monde la plus belliqueuse, il existe certains repères essentiels. Par exemple,
essayer de remettre l'économie sur les rails. Et maintenant, une partie de tout cela, pas les sanctions, pardon, les droits de douane, l'idée des droits de douane de Donald Trump. Une partie de cette idée est bien sûr le souhait d'améliorer l'économie américaine et de ramener la production manufacturière aux États-Unis, ce qui en soi est un objectif louable, je dirais. La question est de savoir si c'est la bonne façon de le mettre en œuvre. Pensez-vous que les droits de douane vont aider ou est-ce que c'est autodestructeur? Eh bien, je pense que la réponse désinvolte serait que c'était autodestructeur. Encore une fois, cela reflète l'échec de la mise en œuvre malgré les bonnes intentions de Trump, car vous avez tout à fait raison. La classe moyenne aux États-Unis a subi de plein fouet les conséquences d'un système monétaire mondial scandaleusement mal géré, et je qualifierais la situation actuelle de fin de l'ère de Bretton Woods. J'ai récemment écrit un article sur Substack à ce sujet. Nous ne sommes pas en 1944 ni en 1971 lorsque nous avons abandonné l'étalon or, ni en 2008 lors de la crise des subprimes. Nous vivons les trois à la fois. L'ensemble du système financier mondial est en train de se défaire. Quant au dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, je ne pense pas qu'il en ait encore pour longtemps. Voilà que Donald Trump arrive, dans une tentative, si l'on veut, de représenter cette classe moyenne malmenée. Mais que veut-il faire? Il veut protéger et renforcer le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Et malheureusement, c'est là une autre forme de l'arme qu'est le dollar. C'est ce que sont, en fin de compte, les droits de douane. Et je pense que c'est une occasion manquée flagrante, car lorsque Trump est arrivé, il ne s'agissait pas seulement d'une opportunité de réinitialiser les relations avec les Russes, parmi d'autres puissances de la communauté internationale, mais aussi de renégocier un système financier mondial qui a changé au point d'être méconnaissable et qui ne fonctionne plus vraiment pour personne, que ce soit pour les Chinois, les États-Unis ou les ménages moyens en Amérique et en Europe. Et au lieu d'adopter cette voie, en d'autres termes, au lieu de renégocier de bonne foi avec des pays comme la Chine, qui, selon moi, souhaitent participer à un nouveau système en tant que partenaire commercial fiable, qu'a-t-il fait? Il a ciblé la PBOC, la Banque populaire de Chine et le Parti communiste chinois en général comme des ennemis. Ainsi, contrairement à l'administration Biden, qui était obsédée par l'idée de présenter Poutine comme une figure dictatoriale qui détruirait l'ordre fondé sur des règles, nous nous sommes tournés vers la Chine, désormais considérée comme une menace existentielle pour l'économie mondiale, et le méchant responsable de la subversion et de la mise à mal des intérêts des ménages moyens aux États-Unis. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Mais si vous voyez le monde depuis ce point de vue, au lieu de vous concentrer sur les réformes internes que nous devons entreprendre aux États-Unis, résoudre notre déficit budgétaire qui s'élève à 2 ou 3 000 milliards de dollars chaque année, imposer des réformes structurelles à nos dépenses sociales, sabrer dans notre budget de la défense, des choses dont nous avons désespérément besoin, qu'est-ce que nous faisons? Nous rejetons la faute sur les Chinois et nous utilisons les droits de douane pour cela. Et cela ne m'étonne absolument pas que cela se retourne contre nous. En d'autres termes, pour résumer brièvement le propos, ce qui se passe à Pékin, à Moscou ou à Téhéran n'est pas la principale menace pour les ménages américains. Ce qui se passe à Washington, D.C., à New York et dans une moindre mesure à Jérusalem, c'est là le problème. Et cela n'a pas changé avec l'élection de Donald Trump. Pourquoi alors Donald Trump, et dans une moindre mesure d'autres administrations, utilise-t-il souvent ce que je perçois comme une massue
alors qu'un scalpel serait nécessaire en matière de politique étrangère. Prenons, par exemple, les droits de douane. Les droits de douane sont un moyen légitime pour les États de protéger certains secteurs et certaines industries. Prenons le cas des Japonais. Une partie de la base électorale du parti au pouvoir au Japon, le PLD, est constituée d'agriculteurs, des zones rurales. Et afin de s'assurer que ces personnes puissent gagner leur vie, les Japonais protègent l'industrie du riz. Ainsi, les importations sont soumises à des droits de douane. Les importations de riz et aussi différents types de produits, comme les produits agricoles venant de l'extérieur, sont soumis à des droits de douane de manière sélective. Et même au cours de l'année, vous savez, ces tarifs peuvent changer selon la saison, parce que vous voulez protéger certains produits à certains moments, mais pas à d'autres, afin de maintenir la stabilité des prix dans le pays, n'est-ce pas? Là, c'est une approche au scalpel, non? Donald Trump, lui, dit simplement des tarifs pour tout le monde. 10% minimum, 20, 25, 40 sur tout ce qui vient de l'extérieur. Et il y a, bien sûr, des produits venus de l'extérieur que les États-Unis ne peuvent même pas produire. Un ami à moi a une entreprise de thé vert qui exporte du thé vert japonais vers les États-Unis. Et vous savez, le thé vert japonais, de par sa nature même, ne peut pas être cultivé aux États-Unis. Pourquoi choisir la méthode du marteau-piqueur plutôt que celle du scalpel? Vous savez, c'est là le cœur du problème avec l'administration Trump. Commençons par la phénoménologie. Chaque fois que j'essaie d'expliquer ce qui se passe à des non-Américains comme vous, ce qui se passe à Washington, D.C., à New York ou dans des endroits similaires, il faut commencer par le cadre de référence. Donald Trump et son équipe, et si vous lisez leurs déclarations, que ce soit la politique d'investissement America First, que vous pouvez consulter sur le site de la Maison-Blanche, ou Stephen Mirren, qui est le président du Conseil des conseillers économiques du président, ils répètent tous une affirmation très simple. Les États-Unis, leur système financier, le dollar, sont indispensables à l'économie mondiale. Qu'en fin de compte, le monde a plus besoin de nous que nous n'avons besoin de lui. De plus, si vous lisez Stephen Mirren en particulier, il affirme que le monde nous doit quelque chose parce qu'il profite gratuitement des garanties de sécurité nationale américaines. N'est-ce pas? Cela dépend de la marine américaine pour garantir un système commercial viable permettant à l'économie mondiale de circuler. De plus, comme 90% du commerce mondial se fait en dollars, cette monnaie est considérée comme indispensable. Le problème, c'est que ce n'est tout simplement plus le cas aujourd'hui. Le système actuel repose essentiellement sur 3 éléments. Le premier, c'est que le dollar reste relativement bon marché, ce qui permet de maintenir des coûts d'inflation plus bas dans le monde et des coûts d'approvisionnement relativement faibles pour des fabricants comme la Chine. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que les consommateurs américains sont solides. Et le troisième, c'est que les profits réalisés à l'étranger sont réinvestis aux États-Unis. Nous dépendons fortement des investissements étrangers. En d'autres termes, il y a environ 20 à 30 000 milliards de dollars investis dans des actifs américains. Cette réalité, il ne semble pas qu'elle ait vraiment été comprise par Trump et son équipe. Ils voient tout le contraire. Ils voient un monde qui dépend des marchés américains, qui dépend des consommateurs américains, qui doit effectuer des transactions en dollars. Ce que nous constatons, en réalité, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Et donc leur perception est que nous pouvons adopter une approche de type coup de massue parce que nous restons le partenaire dominant pour les nations du monde, parce que le monde dépend de nous, parce que le dollar et notre système bancaire sont tellement imbriqués dans le système commercial mondial que nous pouvons nous permettre cette approche brutale. Malheureusement, ce n'est plus possible. Nous devons donc adopter une approche plus diplomatique. Nous devons être plus précis. Voilà un aspect du problème. L'autre aspect,
c'est qu'il essaye de réinitialiser un système. Il essaie de corriger un déséquilibre qui s'est accumulé pendant des décennies, en environ 18 mois. Ce n'est pas un objectif réaliste. Il faudra une décennie ou plus pour que nous puissions régler cela. Donc, encore une fois, on revient au même problème que nous avons évoqué il y a un instant avec l'Ukraine. La guerre en Ukraine a fait au moins 1 million de morts. J'ai entendu des estimations allant jusqu'à 1,5 million, voire 2 millions de personnes, dont la majorité sont des Ukrainiens. Des millions d'autres ont perdu leur maison. Ils ont été forcés de quitter l'Ukraine. Ils vivent dans d'autres parties de l'Europe ou ailleurs dans le monde. On ne peut pas régler cela diplomatiquement ou autrement en quelques mois. Ce sera un processus de réhabilitation qui prendra des mois et des mois, voire des années. Donald Trump essaye d'accomplir tout cela en un temps record. Cela joue contre lui, n'est-ce pas? Mais il ne semble pas avoir ni le tempérament, ni le cadre de référence pour appliquer le type de cadre diplomatique précis que vous attendez de lui. Et je dirais, enfin, qu'un autre problème est qu'il ne semble pas vraiment comprendre que le principal problème de l'Amérique, ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas le déséquilibre commercial en soi, c'est la financiarisation. L'Amérique est un système financier avec une économie, ce n'est pas une économie avec un système financier. Nos problèmes viennent donc de Wall Street, de la Silicon Valley, là où le capital est concentré et ne redescend jamais vers la personne moyenne dans la rue. C'est là la source du problème. Mais encore une fois, regardez qui le conseille. Stephen Witkoff, Howard Lutnick, tous ces gens viennent de Wall Street. Même Elon Musk est avant tout un entrepreneur de la Silicon Valley. Ce sont des personnes qui ont énormément profité de la financiarisation qui nuit aux Américains ordinaires. Donald Trump ne semble pas comprendre cela. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus en détail? D'abord, à quoi fait exactement référence le terme financiarisation lorsque vous dites qu'une économie a été financiarisée, en particulier à l'échelle des États-Unis? Et pourquoi cela n'est-il pas une bonne chose pour l'économie réelle? Oui, en fait, la financiarisation signifie qu'au lieu de se concentrer sur des activités économiques réelles, comme la production industrielle, la construction d'infrastructures, la création de raffineries, les entreprises procèdent à des rachats d'actions. Elles lancent des introductions en bourse qui attribuent des actions privilégiées aux premiers investisseurs, lesquels font alors monter le cours, vendent, puis le titre s'effondre. C'est une sorte de recyclage du dollar, où l'argent est injecté dans ce cycle financier sans jamais en ressortir. Comme je l'ai dit, le troisième élément, c'est que les profits, l'activité économique réelle qui se déroule en Allemagne, en Corée, en Chine ou au Japon, où il y a une véritable production manufacturière, où il y a une réelle productivité économique, ces profits arrivent aux États-Unis et sont le réalisé des baby boomers américains qui possèdent des comptes de retraite et des 401k. Ainsi, ils voient la valorisation boursière augmenter. Mais cet argent n'est pas réinvesti dans l'expansion des dépenses d'investissement ou dans l'embauche de nouveaux employés. Il reste simplement dans ce système financier. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et cela vous indique autre chose. Ce qui s'est passé dans cette guerre commerciale avec la Chine, en gros, c'est qu'à mesure que les étrangers ont perdu leur foi, leur confiance dans les actifs américains, que ce soit notre monnaie, les bons du trésor américain ou autre chose. Devinez quoi? Les portefeuilles 401k des baby boomers à travers le pays chutent. Leur valeur nette diminue. Les prix des actifs baissent. C'est crucial dans une économie aussi financiarisée. Cela importerait moins si nous avions un meilleur équilibre entre la consommation et la productivité. Encore une fois, il s'agit d'une sorte de concentration du capital entre les mains de très peu de personnes qui possèdent des actifs à Wall Street.
mais pas sur Main Street. Pas des gens qui occupent réellement des emplois. Et cela va très loin. Cela inclut le capital investissement, qui rachète des entreprises à travers le pays, licencie des employés pour faire grimper les cours des actions, puis revend l'entreprise par morceaux. C'est ce qui nous est arrivé au cours des 30 à 40 dernières années. Voilà le vrai problème. Le déséquilibre commercial en est un symptôme. La financiarisation est la véritable question à laquelle nous devons nous attaquer. Et malheureusement, l'administration Trump ne veut pas s'en occuper d'un côté. De l'autre, les personnes qui le conseillent, comme Howard Lutnick, qui semble être le cerveau derrière les droits de douane qu'il a imposés, sont issus de Wall Street. Ils veulent donc perpétuer cette financiarisation. Je comprends ce que tu veux dire maintenant. Donc, en un sens, le capitalisme des États-Unis s'est transformé en une version de lui-même où le capital n'est plus productif. Le capital est aspiré par la partie spéculative de la société, c'est-à-dire les gens de Wall Street, au lieu d'être, comme la théorie capitaliste le voudrait, réinvesti pour aider l'économie réelle à croître, produire plus de biens et créer de la richesse concrète. C'est bien ça la critique, non? Oui, c'est exact. Et n'oublions pas que nous avons un double déficit. Nous avons donc le déficit budgétaire, auquel j'ai fait allusion plus tôt, qui s'élève d'une année sur l'autre à 2000 milliards de dollars, Pascal. C'est la taille d'économie entière dans le monde. Ce capital doit être prélevé sur le secteur privé pour financer l'État, qui est nécessairement moins productif. Encore une fois, en mettant de côté le débat philosophique que l'on pourrait avoir sur la question de savoir si l'État mène ou non une activité productive, il s'agit là d'un capital réel dont le secteur privé a désespérément besoin. Nous savons, par exemple, qu'aux États-Unis, nous n'avons pas construit de raffinerie depuis les années 1970. Nous avons besoin de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux ports. Ce sont des infrastructures essentielles qui profiteront aux États-Unis, à l'Américain moyen dans la rue. Il n'y a plus d'argent investi là-dedans, en partie à cause du déficit budgétaire que nous avons. Le déséquilibre commercial est le deuxième problème, et je pense aussi qu'il peut être résolu, mais c'est secondaire. Donc encore une fois, une partie du problème que rencontre Trump concerne l'ordre des priorités. Il faut d'abord régler les problèmes internes, définanciariser dans une certaine mesure, puis s'attaquer au problème de la balance des paiements à l'étranger. Mais, comme je l'ai dit, cela nécessite, selon moi, une renégociation de l'ensemble du système monétaire lui-même. Et c'est précisément sur ce point que Trump essaie de se replier. Il essaie de défendre et en fait d'armer le dollar, simplement d'une manière différente de l'administration Biden et de celles qui l'ont précédée. Et cela compromet toute tentative que les États-Unis pourraient faire avec la Chine ou tout autre acteur majeur. Donc voilà. A new monetary system that works for everybody. Because I think the Chinese and the rest of the world are equally frustrated with the dollar. They don't want to be sanctioned. They don't want their assets confiscated. So we need a new grand bargain, but Trump's going about it by bullying people, and that's not going to work. So, in a sense, what the United States would need... D'une certaine manière, ce dont les États-Unis auraient besoin, c'est d'être intégrés à une nouvelle façon de gérer les affaires mondiales, dans un nouveau système. Et ce système, probablement pour la première fois depuis longtemps, ne sera pas construit par les États-Unis, car on voit bien que la Russie, la Chine et les BRICS y travaillent activement. Pensez-vous qu'au final, ce nouveau système en cours de création pourrait en réalité aider les États-Unis à se relever après une chute que je considère également comme inévitable à ce stade? Et comment percevez-vous ce nouveau système en train de se mettre en place? Now being created. Oui, c'est vraiment la question clé. Revenons donc un instant à 2008. Le président de la Banque d'export-import de Chine
a déclaré en 2008, je crois qu'il l'a dit au Financial Times, que le système du dollar était fondamentalement à sa fin. Maintenant, de manière typiquement chinoise, il a dit « Nous ne voulons pas éliminer le dollar tout de suite, mais nous devons mettre en place progressivement un nouveau programme. » Et en effet, c'est ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Les BRICS sont devenus l'un des moyens d'y parvenir, et je pense qu'ils ont fait de grands progrès. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Victor Gao, qui est, je crois, le président du Centre pour la mondialisation à Pékin, a déclaré « Je ne suis pas nécessairement partisan de la dédollarisation, mais je ne soutiens pas et je ne tolérerai pas l'arme du dollar. » Je pense que cela résume essentiellement le consensus mondial à ce stade. En d'autres termes, personne n'essaie de détruire le dollar, car les dommages collatéraux d'un tel acte seraient catastrophiques pour le monde. Cela se répercuterait sur l'économie mondiale d'une manière que je ne pense pas que Pékin, Téhéran ou qui que ce soit d'autre soutiennent réellement, même Moscou. Les États-Unis ne devraient pas avoir le pouvoir, cette asymétrie, pour utiliser le dollar comme une arme de la façon dont ils l'ont fait. Et c'est exactement ce que fait Trump. Je pense que les Chinois espéraient que Donald Trump reconnaîtrait que le système du dollar ne fonctionne plus, au lieu de se replier autour de lui, comme je l'ai dit. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que les Russes, les Chinois, les Indiens et d'autres, je pense qu'ils ont fait leur deuil et qu'ils vont se dédollariser par nécessité. Cela va être un processus lent. Ce sera un processus méthodique, à moins que les États-Unis ne s'engagent dans une nouvelle guerre cinétique au Moyen-Orient. Auquel cas, les Chinois et d'autres puissances pourraient dire « Écoutez, nous allons liquider notre position majoritaire en tant que détenteurs de bons du Trésor américain ou d'actifs américains en général et procéder à un découplage total. » Cela pourrait être le scénario final. Fend, je ne pense pas que ce soit ce que les Chinois souhaitent faire, mais s'ils sont obligés de le faire, parce qu'ils sont impliqués dans un conflit cinétique au Moyen-Orient, parce que nous attaquons l'Iran ou quelque chose de ce genre, cela fera chuter le dollar très rapidement. Et cela pourrait bien arriver. Une autre remarque à ce sujet. Il y a eu un excellent article écrit il y a des années sur la transition de la livre sterling au dollar. En gros, il soutenait que si l'on regardait les réserves de change, donc détenir de la livre, des dollars, de l'or ou autre chose, une transition s'était opérée dans les années 1920. Or, on n'a pas eu Bretton Woods avant 1944. Donc, ce qu'il disait essentiellement, c'est que même si, officiellement, la Grande-Bretagne restait la monnaie de réserve et l'est restée jusqu'en 1944, en pratique, cette transition avait déjà eu lieu dans les années 1920 à cause de l'essor de Wall Street, de la montée en puissance des banques new-yorkaises, de l'ascension de l'Amérique comme puissance mondiale. Scancer femen similes works se produit bogen efterfor through sur, there is stepleth orithens the member. Nous savons que les Chinois représentent 35% de la production industrielle mondiale. C'est un pourcentage énorme. Nous sommes à environ 15%, d'accord? Donc, ils font plus du double de nous. Ils ont ouvert la bourse de l'or de Shanghai au début des années 2000 et celle-ci est devenue internationale en 2014. Et qu'ont-ils fait? Ils ont accumulé de l'or, tout comme les banques asiatiques en général. Je pense que l'or va jouer un rôle décisif dans le prochain système monétaire, comme c'est presque toujours le cas. Autrement dit, il existe déjà en quelque sorte un système parallèle. La question est de savoir combien de dégâts collatéraux il y aura entre maintenant et l'émergence du prochain système. Et cela dépend de Donald Trump et potentiellement des sionistes dans son gouvernement, qui semblent devenir de plus en plus belliqueux chaque mois. Oui, changeons peut-être un peu de sujet pour aborder cette question.
car elle est également liée, bien sûr, au risque de guerre avec l'Iran. Il semble qu'Israël soit déterminé à pousser d'une manière ou d'une autre les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran. D'un autre côté, Steve Witkoff est désormais chargé des négociations. Et je pense que c'était une décision très intelligente de la part de Donald Trump, car Witkoff semble être celui qui a une vision réaliste des relations internationales et qui comprend aussi que l'Iran et la Russie sont déjà alliés, n'est-ce pas? Il s'agit donc désormais d'une négociation multilatérale. Comment voyez-vous, de manière générale, l'administration Trump aborder cette question et le rôle d'Israël? Je suis très sceptique. Je pense que nous vivons en ce moment, Pascal, une période extrêmement tendue. Et je dis cela parce qu'à l'heure actuelle, il y a un scandale qui implique le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et son entourage proche, dont 3 membres ou plus ont été limogés ces dernières semaines, apparemment à cause d'un scandale dans lequel ils auraient divulgué des informations confidentielles ou classifiées à un réseau open source qui a été exposé. Ils ont maintenant des questions difficiles à affronter. Mais l'histoire plus profonde, je suppose, c'est que Hegseth et son équipe, il semble, s'opposent à toute frappe militaire, conjointe ou autre, contre l'Iran, ce qui est parfaitement logique. Il n'y a absolument aucune raison. Les États-Unis n'ont aucun intérêt national dans une guerre contre l'Iran. Ce serait totalement non provoqué, et cela ne ferait que sceller notre sort, je pense, en nous entraînant dans une guerre régionale que nous perdrions, tout comme nous avons en quelque sorte perdu cette guerre par procuration contre les Russes en Ukraine. Ce serait dévastateur, et je pense qu'Hegseth et son groupe le comprennent, et il semble donc qu'ils soient poussés vers la sortie. Maintenant, pour répondre à votre question sur Witkoff et les discussions qui ont eu lieu avec l'Iran, je suis très sceptique. Rappelez-vous, Witkoff a également été l'architecte du cessez-le-feu à Gaza. Cela devait être une approche progressive. Autant que je sache, cela a pris fin, et Netanyahou ainsi que le gouvernement Likoud qu'il dirige ont repris les attaques et tuent des civils innocents à Gaza. J'ai aussi entendu dire qu'ils ont étendu ces actions à la Cisjordanie, et cette sorte de guerre sur 7 ou 8 fronts dont Netanyahou a parlé, qui implique en gros toute la région contre Israël, ça semble être à l'ordre du jour. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que les néoconservateurs à la Maison-Blanche, et ils sont là, des gens comme Marco Rubio, c'est un néoconservateur, ils semblent être aux commandes. Et les gens à Jérusalem, dans le gouvernement de Netanyahou, ils semblent aussi être aux commandes. Cela nous laisse avec Donald Trump. Et je ne pense pas que Donald Trump veuille la guerre. Mais regardez ses actions. Il a donné au gouvernement Netanyahou tout ce qu'il voulait. Il leur a fourni les munitions, il leur a donné le matériel militaire qu'ils ont demandé. Il n'a certainement pas désavoué les actions de Netanyahou pour rompre le cessez-le-feu. Tout ce qu'il a vraiment fait, c'est dire qu'il ne veut pas de guerre avec l'Iran, mais il les a aussi menacés en même temps et il a intensifié la présence militaire américaine dans la région, comme vous le savez sûrement. Il a déployé un groupe aéronaval supplémentaire. Il a envoyé des bombardiers B-2 stationnés dans l'océan Indien. Cela ne présage rien de bon, et les personnes qui le soutiennent disent en gros que c'est un moyen de pression. Mais en quoi le fait d'intimider les Chinois a-t-il fonctionné? En quoi le fait d'intimider les Russes a-t-il fonctionné? Cela n'a pas marché pour nous. Je ne pense pas que cela fonctionnera cette fois non plus. Donc ce que nous voyons, c'est l'éviction de certains hauts responsables de l'administration Trump qui s'opposent à une guerre avec l'Iran, afin que les Israéliens puissent soit frapper les premiers et nous entraîner ensuite, soit qu'il y ait une sorte de frappe conjointe. En d'autres termes, je n'accorde pas beaucoup de crédit à ces discussions avec l'Iran. Je le regrette.
Si cela devait se produire, ce serait bien sûr préjudiciable, car une guerre avec l'Iran serait bien plus destructrice que la guerre avec l'Irak, qui a déjà fait 1 million de morts ou plus. Il m'est inconcevable qu'une telle chose puisse arriver. Mais que pensez-vous si cela devait se produire? Quelles seraient selon vous les réactions de Pékin et de Moscou? Je veux dire, Moscou, la Russie a maintenant un traité de sécurité avec l'Iran. Le traité de sécurité ne stipule pas qu'ils viendront automatiquement à la défense de l'Iran. C'est un traité de coopération, pas un traité de défense, mais un traité de coopération. Mais cela représente un renforcement significatif des relations russo-iraniennes. Oui. Quel serait l'impact là-bas? Oui. Vous savez, je pense que Trump, lorsqu'il a été élu, et je suppose lorsque son administration a officiellement commencé en janvier, avait environ 90 jours pour convaincre Moscou, convaincre Pékin et d'autres grandes puissances mondiales qu'il allait opérer un changement radical de direction. Il n'a pas réussi à le faire, du moins pendant 60 ou 70 jours. Il commence à manquer de temps. Il commence à manquer de marge de manœuvre. Les tarifs douaniers ont totalement convaincu les Chinois qu'ils allaient devoir se découpler encore davantage des États-Unis, qu'ils allaient devoir créer un système commercial quasiment autonome, qu'ils allaient devoir mettre en place un système SWIFT séparé, etc., etc. En d'autres termes, les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Je pense qu'une rupture similaire s'est produite lors de ces discussions en Ukraine. Les Russes ont essentiellement déclaré que nous n'étions tout simplement pas un partenaire de négociation fiable. Si nous attaquons l'Iran, ils en concluront que nous sommes une puissance belliqueuse avec laquelle on ne peut traiter que par la force et la coercition. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie-t-il une guerre mondiale? Eh bien, je l'espère sincèrement que non, mais cela pourrait s'aggraver jusqu'à ce niveau. Je pense que les Chinois et les Russes continueront à faire ce qu'ils font. Ils intensifient lentement, de manière contrôlée. Mais une frappe contre l'Iran pourrait être un tournant irréversible. Et cela pourrait signifier une confrontation directe avec les États-Unis sur le plan militaire, pas seulement entre l'Iran et les États-Unis, ou l'Iran, et vous savez, les proxys que l'Iran possède dans la région, que ce soit les Houthis ou le Hezbollah, ou ce qu'on appelle la résistance islamique. Cela pourrait également impliquer les Russes. Je n'en sais rien. Et rappelez-vous que Poutine a été très modéré à cet égard. Il a fait preuve de beaucoup de retenue. Il pourrait perdre le contrôle de personnes dans son gouvernement qui en ont assez des États-Unis ou de hauts responsables de l'armée russe qui considèrent les États-Unis comme ouvertement hostiles et estiment qu'il n'y a qu'une seule façon de traiter avec eux. Donc, je pense que c'est le Rubicon. Si nous frappons l'Iran, cela signifie que nous avons soudainement fait monter les enchères vers un conflit cinétique. Encore une fois, pas nécessairement régional, mais au minimum une guerre régionale. Cela dit, les États-Unis sont extrêmement vulnérables. Donc, comme je l'ai dit, il y a un instant, les Chinois ont pris des mesures très calibrées pour nous avertir sur le plan financier de leur puissance. Je vais vous donner un exemple parfaitement clair de cela. Les Chinois détiennent beaucoup de nos bons du Trésor, soi-disant à l'étranger, au Luxembourg et en Belgique, via différentes filiales. Il y a eu beaucoup de pression à la vente sur les bons du Trésor américains ces dernières semaines, provenant d'Europe. Certaines personnes, comme Jim Bianco par exemple, ont émis l'hypothèse que cela pourrait potentiellement être Pékin qui vend délibérément nos obligations pour nous mettre la pression et nous dire de reculer. Ils pourraient, tout à coup, se débarrasser du pactole qu'ils ont à la Banque populaire de Chine, soit quelque chose comme 700 ou 800 milliards de dollars de bons du Trésor.
Ils pourraient tout à coup s'en débarrasser. Cela pourrait rompre le système financier, potentiellement de façon irréparable. Les Iraniens disposent d'une multitude de missiles. Ils ont des drones. Ils possèdent un système de défense aérienne intégré. Nos forces navales dans la région sont très vulnérables. Nous sommes surmenés. Nous n'avons plus la capacité industrielle que nous avions autrefois. Je pense que nous aurions de très sérieux problèmes logistiques dans le Golfe. Nos forces sont dispersées dans la région et pourraient potentiellement être tuées par des frappes de missiles iraniens. Je veux dire, la situation pourrait devenir incontrôlable très rapidement, d'une manière qui serait immédiatement destructrice pour les États-Unis. Nous pourrions perdre des navires capitaux. Ils pourraient couler des navires. Des destroyers de la marine américaine, des choses de ce genre, que, encore une fois, personne à Washington, D.C. ou ailleurs. Je ne pense pas que quiconque en Europe de l'Ouest considère ces scénarios comme même vaguement possibles. Sans parler des perturbations dans le détroit d'Ormuz, la mer Rouge, où se trouvent des chaînes d'approvisionnement cruciales, notamment pour l'énergie, qui plongeraient le monde dans une récession. Et puis, comme vous l'avez suggéré il y a un instant, que feraient les Russes? Quelles actions prendraient-ils pour soutenir l'Iran contre nous? Vont-ils accentuer la pression en Ukraine? Ce sont toutes des choses qui pourraient se produire s'ils concluent que les États-Unis sont un belligérant avec lequel on ne peut traiter que par la force et la coercition. Je pense qu'attaquer l'Iran transmettrait ce message de façon on ne peut plus claire. Oui, je veux dire, si les États-Unis s'engagent dans une guerre avec leurs troupes, dans une guerre contre l'Iran, il ne faudrait pas s'étonner que les Russes en concluent. Eh bien, rendons l'appareil pour l'Ukraine. Et vous savez, nous ne sommes pas partie prenante à la guerre, n'est-ce pas? Nous faisons simplement parvenir des armes à l'Iran. Ce ne serait absolument pas une surprise. Dernière question cependant. Que fait l'approche actuelle de l'administration aux alliés traditionnels des États-Unis? Les Européens d'un côté, mais en discutant avec vous avant ce débat, vous avez aussi mentionné le Japon, que vous percevez comme ayant également modifié sa stratégie dans la gestion ou l'utilisation des bons du Trésor américain. Quel est l'impact sur le système d'alliance? Eh bien, il semble que tous ces systèmes hérités, qu'il s'agisse du système monétaire mondial, de l'ordre international fondé sur des règles ou de ces relations transatlantiques, se fragmentent tous. Ils sont tous en train de se désintégrer. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais cela semble bel et bien en cours. Le Japon traverse sa propre crise financière, comme vous le savez sûrement. Sa monnaie s'évapore. Il connaît une inflation en soi. Il offre un énorme problème de dette. Les Japonais ont, je pense, la plus grande dette inscrite au bilan dans le monde. C'est un problème parce que le yen est la deuxième monnaie la plus importante après le dollar, puisque tant d'entreprises, de sociétés d'investissement, etc., empruntent en yen pour acheter des actions américaines. C'est ce qu'on appelle le yen carry trade. Ou, dans d'autres parties de l'Europe, les Japonais détiennent également la plus grande quantité de dettes souveraines au monde. Ils détiennent des bons du Trésor américain, mais aussi beaucoup d'obligations européennes. Ainsi, à mesure que ce système financier japonais s'effondre, ce qui, selon moi, est en train de se produire, on commence à voir cet effet de ricochet à travers le monde. En d'autres termes, les intérêts de toutes ces parties respectives deviennent désormais quelque peu divergents. Et Trump aggrave la situation parce qu'il fait essentiellement ce que le ministère du Commerce a déclaré récemment à Pékin. Il pratique l'intimidation unilatérale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été rapporté récemment, par exemple,
que les Suisses et d'autres Européens envisagent de créer des entreprises manufacturières aux États-Unis à cause des droits de douane. Eh bien, je parie, Pascal, que si Donald Trump avait négocié avec eux et demandé, cela se serait probablement produit de toute façon, non? Mais au lieu de cela, il intimide ces pays, et cela accélère la fragmentation qui existait déjà. Encore une fois, le système lui-même ne fonctionne pas. Comme je l'ai dit, le système du dollar était déjà en déclin. On dirait que Donald Trump s'est jeté sur la grenade parce qu'il intensifie les droits de douane, entre autres, tout en laissant les tensions explosives en Ukraine, au Moyen-Orient et avec la Chine couverts et s'aggraver. Voilà où nous en sommes actuellement. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ce que vous observez, c'est une refonte totale du système financier mondial, un désancrage complet des relations internationales que nous connaissons depuis des décennies, que ce soit l'Union européenne, l'OTAN ou autres. Je pense que ces choses sont en train de se défaire en temps réel. Et je pense que le monde sera très différent dans les prochaines années. Cela sera probablement déclenché par une catastrophe financière ou potentiellement, comme nous l'avons évoqué plus tôt, cette guerre en Iran. En d'autres termes, je pense que nous assistons à un bouleversement et il va falloir renégocier absolument tout. Je le pense aussi. Je le pense aussi. C'est l'un des plus grands bouleversements de la politique internationale. C'est le plus grand changement, au moins depuis 1989, et vous savez, la fin de l'Union soviétique en 1991. De plus, ce processus ne s'est pas produit du jour au lendemain, n'est-ce pas? Il s'est étalé sur plusieurs années. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est observer, analyser et discuter. C'est pourquoi je suis reconnaissant que vous partagiez également vos analyses avec nous. Cameron, où les gens qui suivent votre travail devraient-ils aller? Cameron, where should people go who want to follow your work? Oui, s'il vous plaît, suivez-moi sur Substack. J'ai une page Substack qui s'appelle Men and the City, et j'ai une chaîne YouTube intitulée Neo-Masculinity, où, comme vous l'avez souligné, je parle de géopolitique, de finance, de masculinité, toutes sortes de sujets de ce genre, dans un monde qui change à la vitesse de la lumière, comme vous l'avez dit. Ce sont donc des temps très intéressants. Je veux vraiment terminer sur une note positive ici, car beaucoup de ces informations sont très intenses. Ce sont des informations lourdes, et je pense qu'il y a beaucoup de pessimisme dans le monde. Le peuple américain, collectivement, et je pense que les Européens aussi, sont de plus en plus conscients du bellicisme de leur gouvernement. Je pense à l'inadéquation des technocrates qui dirigent l'économie, les entreprises du Fortune 500 et ainsi de suite. Donc je crois effectivement que les choses s'intensifient, mais il va y avoir une pression croissante pour une refonte totale du gouvernement à travers le monde occidental, y compris aux États-Unis. Et cela, selon moi, exigera aussi la paix. Une sorte de désengagement de cet empire américain qui est devenu une plateforme pour l'interventionnisme. La propagande belliciste et terrestre, c'est soit par l'OTAN ou dans le Pacifique, it's K1, c'est là. En d'autres termes, je pense qu'en interne, le système essaie de se rééquilibrer parce que les gens sont frustrés par des gouvernements qui ne les représentent plus. Et cela pourrait suffire à empêcher quelque chose comme une guerre mondiale, comme la Première Guerre mondiale. Encore une fois, nous ne sommes pas en 1914. Il n'y a pas cette ferveur dans la rue pour la guerre, c'est tout le contraire. Personne ne veut vraiment se battre. Et je ne pense pas que les élites comprennent cela. En fait, je dirais même que certaines personnes à Washington, D.C. croient réellement qu'un conflit avec l'Iran pourrait unifier les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Cela détruirait complètement la confiance qui subsiste envers le gouvernement. Et cela pourrait empêcher une guerre plus large. Espérons que ce sera le cas. Votre parole, à l'oreille du peuple, mon ami. Espérons-le.
Cameron McGregor, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. For your time today. Oh, Toujours. thank you.